Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Le projet de l'annexe fiscale 2021 adopté par le Conseil des ministres a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le patronat et les différentes chambres de commerce qui opèrent dans le pays. Sur la table des échanges, les différents points d'achoppement. En 2021, la Côte d'Ivoire va recevoir les loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. La tranche commune Entente prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures sociales et c'est la commune d'Abobo qui va en bénéficier pour cette session. Après les concours de la fonction publique au titre de l'année 2019, ils sont près de 7 000 à avoir été admis. Et pour exercer leurs nouvelles fonctions de façon efficiente, ces futurs agents de l'État ivoirien sont sur les bancs pour des sessions de formation. Enfin, au Mali voisin, 3 positions de la force française Barkhane ont essuyé des tirs dans les villes de Kidal, Gao et Ménaka, des attaques simultanées revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1 ce 30 novembre. L'annexe fiscale 2021 a été élaborée dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Les effets se ressentent encore au plan économique et social. Avant donc l'entrée en vigueur de ce dispositif fiscal, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État et le secteur privé ont échangé sur les points de blocage. Voyons tout cela avec Cheikh Koné. Ce n'est pas la première et ça ne sera certainement pas la dernière rencontre entre le secteur privé et le ministre du Budget sur la finalisation de l'annexe fiscale 2021, avant son entrée en vigueur, en janvier prochain. Les échanges ont porté sur les domaines dans lesquels le secteur privé indiquait tantôt qu'il y avait quelques augmentations d'impôts, mais également de notre côté aussi, là où aussi l'État a fait des efforts pour apporter des facilités. Et donc, on essaie de trouver un juste milieu pour pouvoir avancer. Ces mesures de politique fiscale portent entre autres sur l'assujettissement du riz de luxe et de la viande importée à la TVA au taux de 9%, le relèvement du taux du droit d'enregistrement sur les exportations du cacao qui passe de 1,5% à 3%. Vous savez, quand on fait un test fiscal, il peut y avoir quelques évolutions haussières dans tel domaine, mais également des évolutions baissières dans tel autre domaine. Et donc, on essaye de faire un savant équilibre pour faire en sorte donc que aussi bien l'État que le secteur privé puissent continuer de travailler avec la plus grande sérénité. Il y a lieu de rappeler que depuis 2011, l'État a aménagé d'importantes mesures de soutien aux entreprises. 70% des mesures de politique fiscale sont constituées de dispositions de soutien au secteur privé. Le coût fiscal de ces mesures traduites dans les différentes annexes fiscales est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA par an, soit environ 500 milliards depuis 2011. Les discussions se poursuivent donc afin d'ajuster tous les points avant l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2021. Les loteries nationales des 5 pays de l'entente échangent aussi en ce moment. La 52e réunion des directeurs généraux s'est ouverte à Abidjan. Les États membres définissent une œuvre communautaire financée conjointement au profit du pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire pour l'année 2021. Francis Boifo. À la fin des travaux des experts, la Côte d'Ivoire saura le budget qui sera alloué à l'organisation de la tranche commune de l'entente en juillet 2021 à Abidjan, ainsi que les coûts des différents tickets. C'est un événement qui réunit depuis 50 ans les loteries nationales du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, les 5 pays membres du Conseil de l'entente. Au moment où nos États poursuivent la mobilisation des ressources pour faire face aux défis sanitaires et sociaux de la COVID-19, les loteries nationales du Conseil de l'entente vont encore une fois administrer la preuve de l'utilité de la coopération sous-régionale dans la recherche du bien-être de nos populations. La loterie nationale constitue des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, car elle contribue notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. Nos loteries nationales œuvrent également à la réalisation d'investissements à caractère social et culturel
au profit de la communauté. Des lots à gagner et des œuvres communautaires à réaliser. En 2021, c'est la commune d'Abobo qui sera bénéficiaire de l'œuvre sociale communautaire liée à la tranche commune de l'entente. Dans la fonction publique ivoirienne, après leur admission au concours 2019, près de 7000 futurs fonctionnaires sont sur les bancs. Leur ministère de tutelle entend ainsi mieux les outiller pour plus d'efficacité à leurs différents postes. Grâce Kando. Chaque jour, à partir de 7h30, le fonctionnaire doit être ponctuel. Il doit être assidu. Et il doit personnellement et physiquement être à son poste de travail. Ce cours porte sur la déontologie de la fonction publique. Après le concours d'entrée dans l'administration publique, retour à l'école pour les candidats admis. On apprend que, en tant que fonctionnaire, on a d'abord des avantages, mais plus des obligations. Et que nous devons nous mettre à la disposition de notre pays, de la nation, et être honnêtes dans tout ce que nous allons faire. Environ 7000 futurs fonctionnaires sont concernés par cette formation. Ils sont répartis en 4 catégories, A, B, C et D, qui sont les différents grades de l'administration. Déontologie de la fonction publique, technique administrative, technique rédactionnelle sont les matières dispensées. Pour les nouveaux fonctionnaires qu'ils sont, ils doivent savoir rédiger les courriers, les lettres à forme personnelle et les lettres entre services. Ensuite, il y a les documents d'information interne, qui sont le procès verbal, compte rendu, rapport, etc. Ensuite, il y a les documents d'information externe, comme les communiqués, les avis, les convocations. Ces modules de formation permettront aux nouveaux fonctionnaires d'avoir une connaissance du milieu professionnel et d'acquérir des outils nécessaires pour intégrer la fonction publique. J'apprends beaucoup parce que j'ai une mission au futur en tant que fonctionnaire, donc de contribuer à la réalisation aussi bien du programme de l'administration. Et il me faut donc à la fonction et au poste donc, que j'occuperai maîtriser ces rudiments-là en vue d'être performant. La formation était un peu accélérée, mais avec la compétence de ces formateurs, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans l'administration et être des fonctionnaires de qualité dans l'avenir. Cette formation en administration de base se déroule en termes de volume horaire par module de 30 heures et les emplois sont répartis en fonction des catégories. Les personnes qui sont recrutées, certains sont recrutés à partir du BPC, du bac, n'ont pas de connaissances ou de passé administratif. Donc lorsqu'ils arrivent et tout de suite on les met au travail, ils sont un peu perdus et l'administration se rend compte que c'est des collaborateurs qu'il faut prendre en charge d'une manière particulière et ça rajoute à la difficulté entre la proclamation des résultats et la prise de service. Parce qu'il y avait une période d'attente et cette période a été mise donc à profit pour former et permettre aux auditeurs qui sont des futurs fonctionnaires d'être prêts. Il y a des objectifs d'efficacité à atteindre dans l'administration. Quel style de management faut-il utiliser pour aborder le privé aujourd'hui qui est en face de nous, avec lequel nous travaillons? Sur le terrain aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire pour les résultats que nous obtenons au regard de la politique générale du gouvernement, la fonction publique contribue en grande partie au développement et d'ailleurs, je dirais, à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Donc je dirais sur le terrain, nous avons une satisfaction totale et entière. Après ces différentes formations, d'autres étapes sont annoncées. Après la formation, nous produisons l'arrêté d'admission parce qu'ils étaient admissibles. L'arrêté d'admission vient mettre fin à l'admissibilité pour leur déclarer leur admission. Et après l'admission, évidemment, il faut les affecter. Donc, nous les affectons dans les différentes administrations. Et dès l'instant où ils prennent service, que le service d'accueil nous fait retour de leur certificat de prise de service, nous utilisons
le certificat d'esprit de service, pour produire ce qu'on appelle l'arrêté de nomination dans leur emploi, l'arrêté définitif, qui effectivement a un effet financier. Et c'est à partir de là qu'ils connaîtront ce qu'on appelle le premier mandatement, c'est-à-dire toucher le premier salaire. Une administration moderne, dynamique et performante, c'est ce à quoi aspire le ministère de la fonction publique. Ces nouveaux agents de l'État de Côte d'Ivoire pourraient être, pour certains, confrontés à la situation de harcèlement au milieu professionnel, comme c'est le cas pour une femme sur 5 dans le monde du travail. Pour mettre fin à ce type d'agissement, la société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique, météo, Sodexam, a élaboré un plan. Il vise à instaurer l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Sephora Zegui. Une femme sur 5 dans le monde a déjà subi le harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 20% des femmes et hommes déclarent connaître une victime indirecte de harcèlement dans le cadre de son travail et 82% d'employeurs n'ont pas mis en place d'actions de prévention contre le harcèlement et la discrimination. Ces résultats de l'enquête réalisée en 2014 par l'Institut français d'opinion publique interpellent les décisionnaires. La Sodexam vient alors de se doter d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. Une politique qui va contribuer à l'instauration de l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Une avancée notable sera faite. Beaucoup de femmes, d'hommes qui subissaient des discriminations, des harcèlements moraux ou sexuels oseront parler parce qu'ils savent qu'il y a en place une organisation pour les écouter, pour les aider et pour sanctionner les personnes qui sont coupables de ces abus. Cette politique, initiée par Jean-Louis Moulot, directeur général de cette structure, cadre bien avec les 16 jours d'activisme pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À l'heure où la communauté internationale dans son ensemble s'est engagée dans les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, il s'agit pour nous de favoriser le développement d'un environnement de travail favorable et de promouvoir une culture d'entreprise qui prend en compte nos réalités sociales. Doter cette structure aéroportuaire d'un plan de lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, une innovation que salue Miss Belmondogo. Faire partie d'une entreprise aussi avant-gardiste vous impose de maintenir ce positionnement et cela passe par des exigences d'exemplarité. Vous devez donc vous approprier ce document, sensibiliser les uns à sa bonne compréhension, à son fonctionnement, afin d'éviter toute forme de suspicion et d'abus qui contribuerait à empoisonner l'environnement de travail. La mise en place de cette politique à la Sodexam va permettre de sanctionner les actes de harcèlement ou de discrimination. Nous vous invitons maintenant dans le village de Yopougon-Kouté. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a échangé avec les populations Atchan. Adama Diawara est allé exprimer la compassion du gouvernement suite aux derniers événements malheureux survenus sur place. Abou Sanogo. Siège de la chefferie de Yopougon-Kouté. L'atmosphère est conviviale. L'ambiance était à la fête. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, communie avec le peuple Atchan du village de Kouté. Village qui a connu des violences le 31 octobre et le 9 novembre dernier et qui ont occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. En rencontrant les Nyando, les Doubo, les Tchagba et toute la communauté qui compose le village de Yopougon-Kouté, Adama Diawara a tenu à leur exprimer la compassion du gouvernement et à les inviter à la préservation de la paix. C'est de faire comprendre à mes parents de Kouté que la politique ne doit pas nous diviser. Nous devons tous rester des acteurs de paix, de concorde, de solidarité, de réconciliation, d'union, de paix, de fraternité, de vivre ensemble. Et ensuite, c'est de demander à mes parents de Kouté de prier pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour qu'il puisse conduire le bateau Ivoire à bon port. Je pars tout à fait satisfait et en sachant que je peux compter sur mes parents de Kouté Village pour que la paix revienne. Sensible à la visite du ministre Adama Diawara dans leur village, le peuple Atchan s'engage à œuvrer pour la paix. Nous avons besoin de cette quiétude et sa venue nous a apporté cela. Et
Nous voulons lui dire merci. Et au nom du patriarche, au nom de toute la communauté, lui dire merci. À l'issue de ces échanges, Adama Diawara a rendu visite au patriarche du village de Yopougon-Kouté et à d'autres familles. Voilà, les populations de Yopougon-Kouté invitées au vivre ensemble et à la cohésion. Et c'est aussi le cas pour celles des 14 villages du département de Yakassé à Tobrou. Elles ont reçu la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Joseph Sekaseka leur a également traduit les remerciements du président Alassane Ouattara pour leur participation au processus électoral. Hermaniamia. Dans la région de Lamé, précisément dans le département de Yakassé à Tobrou, les électeurs de certains villages n'ont pu prendre part à l'élection présidentielle à cause des individus qui ont empêché la tenue du scrutin. Malgré ces perturbations, le vote a pu avoir lieu dans la plupart des villages et le candidat du RHGP est sorti victorieux dans le département avec un score de plus de 91%. L'élection désormais terminée, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs, directeur régional de campagne du candidat du RHGP, est sur le terrain pour dire merci aux populations pour avoir voté massivement pour son candidat et aussi pour les inviter à prôner la cohésion sociale. Après l'élection présidentielle du 31 octobre, à certains endroits, la cohésion sociale a été entachée et le président de la République nous a instruit, nous, les cadres du RHDP, particulièrement les ministres du gouvernement, d'aller vers nos parents pour leur parler, pour leur expliquer la nécessité pour nos populations de souscrire à la cohésion sociale, de cultiver la paix et tout cela. Après l'élection présidentielle, suivront les élections législatives, municipales et régionales. Joseph Sekaseka invite donc les populations à la retenue et au sens du civisme, car, insiste-t-il, le gouvernement ne saurait tolérer le désordre. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler. Tous ceux qui ont été responsables de ces troubles-là, nous avons leur liste, on a leur nom. Donc nous leur demandons de ne plus recommencer ce genre de choses. Pour cette tournée de remerciements et de cohésion sociale, ce sont les 14 villages que compte le département de Yakassé à Tobrou qui ont été sillonnés par le ministre Joseph Sekaseka. La paix, la cohésion également au cœur du discours de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Elle invite l'ensemble des Ivoiriens à se donner la main et s'est récemment prononcée sur l'importance du dialogue politique inclusif. Issa Tchonayeo. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, MUCI, œuvre pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Dans une déclaration, le bishop Benjamin Boni a regretté les morts suite au mot d'ordre de désobéissance civile de l'opposition. Il a ensuite salué la main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara aux leaders politiques. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'incline alors respectueusement devant la mémoire des personnes disparues, exprime sa compassion aux familles endeuillées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et sa solidarité à toutes les personnes et aux entreprises qui ont vu leurs biens détruits. L'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, soucieuse de l'importance de la vie humaine, don de Dieu, soucieuse de la préservation des acquis démocratiques et du respect des droits de l'homme, et en vertu de sa vocation de sentinelle, condamne les nombreux actes de violence commis ces dernières semaines, interpelle la justice sur la nécessité de faire la lumière sur toutes les exactions, de manière à en dégager toutes les responsabilités, car Dieu est vérité. Il nous sanctifie par sa vérité. Invite le chef de l'État à engager le dialogue inclusif avec toutes les parties en présence. Le responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Bishop Benjamin Boni, a invité l'ensemble des Ivoiriens à privilégier le dialogue afin de favoriser la cohésion sociale dans le pays. Le coronavirus reste d'actualité. La maladie continue de faire des victimes dans le monde.
Sur le sol ivoirien, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comptabilise aujourd'hui, lundi 30 novembre, 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 745 échantillons prélevés, soit 2,8% de cas positifs. 17 personnes ont été guéries et une est décédée, ce qui porte à 21 331 le nombre de cas qui ont été confirmés en Côte d'Ivoire, dont 20 964 personnes guéries, 132 décès et 235 cas encore actifs. On reste dans le domaine de la santé. Les produits sanguins indispensables en milieu hospitalier connaissent très souvent une pénurie. Le COSIM a invité les musulmans et toutes les populations des communes de Port-Boué et d'Abobo à donner leur sang à travers une grande opération de collecte dans ces deux communes du district d'Abidjan. Parga Sorokone. Ces imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, section Abobo et Port-Boué, mobilisés à donner leur sang pour sauver des vies humaines. Ces hommes de Dieu répondent ainsi au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine CNTS dû à la pénurie de sang dans les établissements sanitaires. Il y a quelques semaines de cela, Dr Seydou Konaté, directeur du Centre national de transfusion sanguine, alertait l'opinion en disant que notre pays, la Côte d'Ivoire, manque cruellement de sang. Face à ces constats alarmants, le COSIM, à travers le département Homonorie de la santé et le département du social, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a décidé de répondre à cet appel citoyen et humanitaire et s'engage à sensibiliser la population à donner son sang pour sauver des vies. Pour ces guides religieux et ces fidèles musulmans, donner son sang est un acte de foi. Ils encouragent et félicitent cette action de porte sociale du COSIM. Ça permet de sauver des vies, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée pour la religion musulmane. Le COSIM a vraiment fait son travail. J'ai un ami qui était malade, on avait problème de sang. On n'a pas eu sang facilement. Aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a problème de sang. Chaque fois, on en parle à la télé. Donc, ça m'a encouragé, ça m'a donné le courage de venir donner mon sang. Selon le Conseil national de transfusion sanguine CNTS, sur près de 25 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, l'on enregistre 100 000 donneurs, parmi lesquels 50 000 donneurs réguliers. Depuis l'apparition de la crise sanitaire, la Covid-19, de 3 600 unités de sang par semaine, les formations sanitaires sont à 260 et de 300 poches de sang par jour. Aujourd'hui, on n'en distribue que 50. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de 230 000 poches de sang par an, la Côte d'Ivoire a malheureusement un total de 160 000. Le ministère exhorte alors les populations à se mobiliser afin de lutter contre la pénurie de sang dans les établissements sanitaires en vue de sauver des vies humaines. La mairie de Treichville apporte son appui aux personnes démunies de la commune. Pour cette année scolaire, ce sont 100 millions de francs CFA en frais de scolarité qui ont été distribués aux élèves et étudiants de Treichville. Mamadou Kwasi. Fini les casse-têtes de la rentrée des classes. Les parents de ces enfants démunis sont soulagés. Cette année encore, ils sont des milliers d'élèves et d'étudiants à bénéficier de cours dans de meilleures conditions. Ces enfants issus de familles démunies reçoivent de l'équipe municipale de Treichville un appui financier d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Des bons de prise en charge pour assurer entièrement et gracieusement leur scolarité pour cette année scolaire et académique en cours. Des bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au maire François-Albert Amicha et à son équipe municipale. Le ministre François-Albert Amicha, assisté du député de la commune Ahmed Tunkara et des représentants du ministère de l'Éducation nationale, a rappelé que le social à travers l'éducation et la santé constitue l'axe essentiel de la politique de développement. La mairie de Treichville, il soutient que tout est mis en œuvre pour accompagner les familles démunies afin d'assurer une éducation de qualité aux enfants de la commune. Nous avons le devoir de les suivre, de les accompagner avec rigueur dans un monde de plus en plus violent et pervers, influencé par la télévision et les réseaux sociaux. Chers enfants, nous avons joué notre part. Les parents ont joué leur partition. Il vous appartient maintenant de jouer votre rôle
en travaillant à l'école comme vous avez pris l'engagement, en obéissant à vos parents et surtout, à la fin de l'année, de nous ramener de bons résultats qui feront de la commune de Treichville la commune de l'excellence, la commune du savoir, la commune du bien-vivre et du bien-être. À Treichville, les bons de prise en charge scolaire et universitaire sont devenus une tradition. Nombreux sont ces enfants issus de familles démunies qui bénéficient chaque année de bons de prise en charge scolaire. Beaucoup ont pu s'insérer aujourd'hui dans la vie active grâce à ce soutien. Les élèves de Djidjikro dans le département de Grand Laou, eux, pourront étudier avec la lumière dans leur domicile. Le village sort de l'obscurité. Les populations qui vivent sur place voient, en plus de leur mieux-être, de réelles opportunités de développement de leurs différentes activités. Dangui Dangui et Parasorokone. Les populations de Djidjikro, sous-préfecture de Grand Laou, mobilisées pour célébrer la connexion de leur village au réseau électrique. Une fête de la lumière alors, pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, qui ont bien voulu débourser plus de 100 millions de francs CFA pour sortir Djidjikro de l'obscurité. C'est par la voix du porte-parole des cadres de Djidjikro que les populations ont exprimé au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur satisfaction pour le développement de leur village. À Djidjikro, les populations adhèrent à cette politique du développement au visage humain du président Ado. Cette population souhaiterait le déclassement d'une partie du parc d'Azagny et sa mise à disposition du village. Le démarrage effectif des travaux du collège de proximité, qui sera un véritable ouf de soulagement pour nos parents, dont l'affectation en 6e de leurs enfants ailleurs leur pose de multiples soucis. Un nouveau château plus grand est le vœu cher des populations. Le représentant de la marraine Kandia Kamara et le président de la cérémonie, Sissé Ibrahima, PCA de Côte d'Ivoire Énergie, ont tour à tour renouvelé leur engagement à accompagner le village sur la voie du développement. Que cette lumière qui désormais étincelle dans le ciel de Djidjikro brille en chacun de nous et nous apporte la paix et le bonheur. Toutes les demandes formulées ici seront transmises à Madame le ministre. Elle a opté pour les collèges de proximité. Avec l'électricité, le quotidien de nos braves femmes s'en trouve allégé, l'exode rural est freiné, les enfants ont de meilleurs rendements grâce à la lumière, le divertissement devient possible. En plus d'une enveloppe remise par la marraine, le village a bénéficié d'un tricycle, d'un congélateur et de 2 millions de francs CFA pour la contribution à la construction du centre de santé. Un don de Sissé Ibrahim, PCA de Côte d'Ivoire Énergie. Au plan politique, la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan, célèbre la victoire de son candidat à la présidentielle du 31 octobre dernier. Elle qui a voté pour le candidat Alassane Ouattara à 96%. Noussangaré et Mama Traoré. Ils étaient nombreux à se rendre aux urnes le 31 octobre dernier. Avec un score de 96%, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la commune d'Adjamé, ont contribué à la victoire du président Alassane Ouattara. Ce score témoigne du renouvellement de confiance entre Alassane Ouattara et les populations de cette commune. Depuis qu'Adjamé, depuis la création du RDR jusqu'au RHDP, jamais Adjamé n'a réalisé un tel score. C'est à l'actif des militants, des jeunes, des femmes qui se sont mobilisés comme une seule personne cette fois-ci pour donner ce score au président Alassane Ouattara. Si cette victoire est un pari réussi pour le parti présidentiel, les défis à relever sont nombreux. Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, exhorte les militants à se mettre en ordre de bataille en vue d'une victoire lors des prochaines législatives. Pour permettre au président donc de faire valoir son projet de société pour le bonheur des Ivoiriens, il a besoin d'un socle institutionnel fort. Et ce socle institutionnel, c'est que nous soyons majoritaires donc à l'Assemblée. Et cette majorité passe par une organisation, une mobilisation de nos militants et des Ivoiriens, parce que donc, en tout état de cause, les élections législatives auront lieu
naturellement au plus tard en 2021. Donc nous nous préparons. La commune d'Adjamé entend jouer un rôle majeur dans l'obtention de cette majorité au sein de l'hémicycle. À l'international, le Mali continue d'être la cible des attaques terroristes. Ce lundi 30 novembre, dans le nord du pays, les positions de la force française Barkhane ont essuyé des tirs dans les villes de Kidal, Gao et Ménaka. Des attaques simultanées revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Bilan, très peu de dégâts matériels et aucune perte en vie humaine. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de votre attention et à demain, 20h, avec grand plaisir sur RTI 1. Bonsoir.